Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette nouvelle matinale RSM et nous sommes ravis de vous retrouver sur ce fameux format des matinales, des webinaires de 45 minutes que nous vous proposons le vendredi matin. Ces webinaires, ils nous permettent d'aborder l'actualité, les enjeux de vos entreprises en lien avec les larges et différents domaines d'expertise de RSM, social, fiscal, financier, juridique ou IT, et de décrypter pour vous l'actualité, les obligations toujours très changeantes et complexes. Donc en somme, de vous accompagner quel que soit le format. Et aujourd'hui, nous vous proposons une thématique IA générative et audit vers un contrôle continu, simplifié et intelligent. Notre expert ce matin qui va aborder ce sujet avec vous et animer cette matinale, Jocelyn Grignon, qui est associé conseil chez RSM. Il pilote l'activité data chez RSM et lui et ses équipes accompagnent notamment nos clients dans la digitalisation de leurs fonctions de contrôle de conformité et dans l'optimisation de leur organisation. Et quant à moi, je suis Aurélie Abénas et je serai là pour l'accompagner dans ce webinaire. Avant de lui passer la main pour la présentation, quelques mots très rapidement sur le réseau RSM. Donc, nous sommes un cabinet d'expertise comptable, d'audit et de conseil. En France, RSM, c'est un réseau pluridisciplinaire de proximité. Nous sommes présents dans les principaux pôles régionaux et nous sommes 9e France sur les missions d'expertise comptable et de commissariat aux comptes. Et RSM, c'est également un réseau présent à l'international. Nous sommes le 6e réseau mondial d'audit, d'expertise comptable et de conseil. Je n'en dis pas plus et Jocelyn, je te laisse tout de suite la main pour dérouler ta présentation. Très bien, merci beaucoup, Aurélia pour cette, introduction. Bonjour à tous, merci d'avoir répondu si nombreux, à notre appel pour ce matin. Bon, c'est dire qu'on traite peut-être d'un sujet qui est digne d'intérêt pour vous aujourd'hui. Alors des présentations sur l'IA, vous en avez sûrement déjà eu beaucoup, et donc j'ai choisi de commencer cette présentation par ce que vous redoutez en fait d'entendre, parce qu'on vous le dit à chaque présentation, on vous rappelle que l'IA n'est pas une nouveauté, qu'elle est née dans les années 1950 avec, un monsieur très célèbre, maintenant qui s'appelait Alan Turing, qu'elle a déjà connu 3 hivers, donc ça fait, 4 fois qu'on s'enthousiasme, ou qu'on a très peur de l'IA qui va changer nos vies de manière très, très profonde. Malgré tout, on a quand même quelques signaux, qui nous laissent à penser qu'elle fait une intrusion de plus en plus remarquée dans notre vie quotidienne. Peut-être l'idée, c'était de partager un peu ce diagnostic avec vous. L'avantage, c'est que je suis le seul à avoir la parole, donc il est difficile de me contredire. Mais globalement, ce que j'observe, c'est que ChatGPT n'a encore remplacé personne dans les organisations qu'on sert aujourd'hui, même s'il est omniprésent. ChatGPT, terme générique, hein, pour désigner, les chatbots d'IA générative. Ce qui est donc très, très présent au quotidien dans les entreprises et très, très présent dans nos quotidiens tout court. Aujourd'hui, on trouve sûrement votre anglais très chic, très, très, très fin et très pertinent. Si vous êtes comme moi, vous savez enfin ce que vous allez manger ce soir, en respectant en plus, le régime prescrit par votre diététicienne. Mes gamins sont des stars à l'école, nos vacances étaient formidables, merci ChatGPT. Et puis, je me suis enfin débarrassé de ma copine dépressive, qui a trouvé quelqu'un d'autre à qui se confier et visiblement une épaule beaucoup plus compréhensive, que celle sur laquelle elle avait l'habitude de s'épancher. Donc c'est dire si ces technologies ont pris une place, dans notre quotidien. Ce que vous redoutiez d'entendre aujourd'hui, c'est ce qu'on vous dit partout, c'est qu'un LLM finalement, un LLM, le Large Language Model, donc le fondement théorique, des ChatGPT et autres, chatbots, bah, ne fait que des corrélations. Mauvaise nouvelle pour vous ou très bonne nouvelle, ChatGPT ne comprend rien à ce que vous lui dites et encore moins à ce qu'il vous raconte lui. Il ne fait que des corrélations, des liens entre des morceaux de texte, donc qu'on appelle tokens et donc ces liens, produisent un effet magique chez vous puisque lorsque vous les lisez, les constatez, eh bien c'est apporteur de sens et souvent apporteur de bon sens d'ailleurs.
Voilà, donc on doit vous le dire souvent, vous redoutiez de l'entendre, eh bien désolé, je le redis également, attention quand même, les fondements théoriques et technologiques de ces LLM reposent sur des bases mathématiques qui font que parfois le hasard s'invite et donc j'aime bien, partager ce graphique qui, nous explique que, il y a une très forte corrélation entre les dépenses, en sciences, en espace et en technologie aux États-Unis et le taux de suicide par pendaison, strangulation ou suffocation. Donc là, un LLM pourrait y voir une corrélation, un lien de cause à effet que bien entendu, enfin je l'espère, vous ne faites pas vous-même, et donc corrélation n'est pas raison. Il faut l'avoir en tête dès lors que l'on aborde les technologies, d'intelligence artificielle et notamment d'IA générative. Autre expérience que je voulais partager absolument avec vous, elle est très récente et oui, je l'avoue, comme tout le monde, j'ai célébré, la libération de Boualem Sansal il y a quelques jours, et je me suis dit: «Bah, finalement, ce monsieur-là, je suis ravi qu'il ait quitté sa prison», mais je n'ai aucune espèce d'idée, désolé d'étaler ici mon inculture, aucune espèce d'idée de ce qu'il a écrit, et des thèses qu'il défend. Donc, forcément, comme vous peut-être, je me tourne vers mon meilleur ami, pour qu'il m'indique un petit peu, de manière rapide, sans avoir à prendre la peine de lire, tous ses ouvrages, d'avoir une petite idée de qui est Boualem Sansal, des thèses qu'il défend et globalement de son œuvre littéraire. Donc un exemple de la vie réelle, où donc on apprend, plein de choses sur cet auteur et notamment que son tout dernier livre a été publié sous le titre «L'invention d'un autre monde», que dans ce livre, Boualem Sansal continue d'explorer les thèmes qui lui sont chers comme l'identité, la mémoire, la critique et les dérives totalitaires, dans un style tranchant et ironique. Le problème, c'est qu'il aurait publié ce livre en 2024 et nous sommes tous, au courant de l'endroit où il se trouvait en 2024. Donc une fois que vous demandez confirmation au LLM, eh bien il avoue, mais de manière très, déconcertante qu'il a inventé ce dernier livre à succès, inventé cette thématique et donc effectivement, même si Boualem Sansal, publie de nombreux ouvrages, celui-ci, n'était pas rédigé de sa plume. Mais ChatGPT finit, hein, pas d'inquiétude, c'était juste une petite illustration pour t'expliquer son style, mais si tu n'avais pas posé la question, tu serais sûrement parti sûr de ton fait et tu verserais probablement dans l'erreur. Vous redoutiez que je vous dise ça, peut-être avez-vous assisté, si ce n'est pas le cas, je vous la recommande, très fortement à j'allais dire la déposition, l'audition, de Luc Julia qui a eu lieu, en juin 2025, oui, au Sénat, hein, qui s'intéressait un petit peu à l'irruption de l'IA dans nos quotidiens. Donc, le Julia, directeur, scientifique de Renault, donc bien connu, pour, ses chemises, bariolées et également, parce qu'on lui reconnaît la paternité, la copaternité de Siri, donc le premier un peu langage, naturel exploité en très grande diffusion dans l'environnement Apple. Luc, nous rappelait à cette occasion que les LLM sont puissants, mais seulement fiables à 63. Alors qu'est-ce que ça veut dire matériellement être fiable à 63? Ça veut dire qu'on fait un nombre d'erreurs et d'approximations, dans les résultats des LLM qui sont qualifiés comme étant, fiables aux 2 tiers. Donc fiable aux 2 tiers, ça veut dire, non fiable à 1 tiers des cas, ce qui et ça rejoint enfin le propos d'aujourd'hui, dans un contexte d'audit interne, de contrôle interne et de conformité, est finalement, assez déceptif. Qui pourrait se satisfaire d'une opinion d'audit fiable à 63? Qui pourrait être très fier de dire: «Je suis sûr, je garantis que mon entreprise, respecte les lois et les règlements à 63
probablement que, si vous annoncez ça à votre direction générale, à votre comité d'audit ou pire, à l'autorité externe lorsqu'elle frappe à la porte, vos jours dans l'entreprise pourraient être en danger. Voilà, donc tout notre propos aujourd'hui, c'est, l'IA générative, va venir nous aider, nous, auditeurs, contrôleurs, responsables de conformité, et en même temps, bah, nous on a par essence une aversion très profonde aux 63 de certitude, et de confiance que l'on peut accorder dans les LLM et donc, bah, pourquoi finalement, cette conférence a-t-elle lieu? Et comment on peut, s'en tirer, en utilisant ces technologies-là au service de démarches qui sont des démarches qui veulent tendre, à, si ce n'est 100 de fiabilité, enfin en tout cas, à la fiabilité la meilleure possible, de façon à inspirer, les bons plans d'action, les meilleures recommandations, dans l'ensemble, des entreprises donc qui déploient un audit interne, un contrôle interne, ou des processus de conformité. 63 de fiabilité, on l'a dit, c'est insuffisant pour décider, c'est insuffisant pour, remonter, témoigner, certifier. Mais en fait, on se rend compte que ça peut être extrêmement utile, bah, pour explorer, pour trier, pour générer des documents qui seront, de toute façon, validés, par l'opérateur humain. Donc la bonne nouvelle, c'est que tant qu'on est à 63, vous avez encore, madame, monsieur, une raison d'être dans l'entreprise, celle de piloter, de contrôler, de valider, ce que pourra produire, votre IA générative. Et donc aujourd'hui, l'idée, c'est de témoigner des démarches que l'on déploie, chez RSM, chez nos clients. Donc sur 2 axes, principaux, hein, qui sont les 2 axes qui me sont chers, les 2 jambes sur lesquelles, on s'appuie, pour, aider nos clients à la digitalisation des fonctions de contrôle et de conformité. La première, c'est l'utilisation de la data, de la donnée produite par votre entreprise, à des fins de contrôle et de conformité. Et la deuxième, bah, c'est la structuration de vos processus de gouvernance, risque et conformité, donc qui vont nous permettre d'outiller, vos démarches, pour, rendre finalement votre opinion, plus fiable, plus partagée et puis surtout, les plans d'action, qui vont avec, extrêmement maîtrisés et efficaces. Le propos, les démarches que je souhaiterais détailler avec vous sont globalement au nombre de 5, en tout cas 5 axes qui vont nous permettre d'aller beaucoup plus loin que ce que l'on faisait aujourd'hui. Donc si on s'intéresse à la data science, donc la capacité que l'on va avoir à mettre en place des algorithmes d'abord, rule based, donc des algorithmes déterministes sur la base de règles de gestion, par exemple, une vision très classique de l'analyse de données, mais également, des algorithmes avancés, utilisant, l'intelligence artificielle, des algorithmes de clustering, de machine learning qui vont pouvoir nous permettre d'aller plus loin et notamment de nous projeter, dans le futur, en mettant en place des analyses, prédictives, voire prescriptives. La le LLM, est une autre technologie que celle que je viens d'évoquer, hein, et n'intervient pas directement dans l'analyse de données, dans la capacité à réaliser des calculs, puisque vous le savez peut-être, les LLM, les chatbots, les ChatGPT et consorts, bah, sont assez mauvais en calcul, en mathématiques. Eux traitent vraiment de la donnée textuelle, du langage. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire là? Vous l'avez peut-être, découvert par vous-même, vous en avez sûrement entendu parler. Aujourd'hui, le métier de programmeur, de codeur informatique a considérablement changé avec l'avènement de ces LLM qui maîtrisent parfaitement les langages de programmation qui ne sont jamais que, une vision extrêmement simplifiée du langage humain. Donc, lorsqu'ils savent vous traduire, un long texte en anglais, en arabe ou en mandarin, eh bien pour eux, c'est absolument, rien que de traduire, vos idées en code, Python ou SQL.
Et donc l'idée, c'est de se dire, ben, on va pouvoir utiliser cette, fonction d'intermédiation, en fait, entre la personne et la machine pour rendre la tâche de codage, quasi nulle, en fait, hein. Aller directement de votre idée, au code, ou en tout cas au traitement informatisé qui va vous permettre de penser votre traitement et de le faire exécuter par une machine sans avoir à passer des années et des années à comprendre, comment coder, comment structurer, votre langage de programmation. Deuxième aspect qu'on va creuser en data science, eh bien, c'est, la capacité à aller, pousser les analyses, de manière plus pointue, différente, d'analyser en fait des phénomènes sur la base des données laissées dans les systèmes d'information et de remonter aux causes en formulant toute une série d'hypothèses que l'on va s'attacher à vérifier avec l'analyse de données. Et donc ces hypothèses-là peuvent être inspirées par les LLM, une analyse, intelligente, d'IA générative, donc générer les hypothèses, tester la réalité de ces hypothèses et du coup définir, les patterns qui se déploient dans vos données. Deuxième volet, comment on va utiliser l'IA générative au sein des processus classiques de contrôle et de conformité? L'idée, c'est qu'on voit bien, on le vit tous les jours, c'est très facile pour ces outils-là de prendre connaissance de gros volumes de données textuelles, donc des rapports, des procédures, des enregistrements de contrôle, et donc d'être capable d'en extraire la substantifique moelle. Donc, l'idée, c'est vous n'ayez plus vraiment à lire ces documents-là, mais que vous puissiez, vous faire assister par l'IA pour, aller détecter, les éléments, qui vous semblent les plus intéressants, qui aideront à, étayer vos opinions. On va pouvoir aussi, utiliser ces technologies pour, heu construire, consolider notre connaissance. Dans un outil de GRC, vous allez stocker des années et des années, de travaux d'audit. Qui parmi vous a déjà rouvert, ses audits de 2022, pour aller, vérifier, comprendre, s'inspirer, prendre du recul par rapport aux findings qui ont été, levés, simplement par rapport au plan d'audit qui a été construit, aux questions qui ont été posées à l'époque et puis de se dire: «Bah, tiens, en fonction des questions qu'on a posées, on a eu ces réponses-là. Dans mon contexte d'aujourd'hui, comment je ferais évoluer ma question? Est-ce qu'elle est toujours, pertinente? Est-ce qu'au contraire, il y a 10 ans, je posais des questions qui aujourd'hui seraient redevenues très pertinentes? Ou il y a 10 ans, dans telle, implantation, on procédait de telle façon et maintenant on a acquis, de nouvelles sociétés qui sont dans des cas de figure tout à fait analogues. Ça vaudrait le coup de réactualiser ces façons de travailler. Bien peu d'entre vous, j'imagine, le font. En tout cas, moi, je l'ai très peu constaté dans ma clientèle, qui est plutôt large en termes, de représentativité et donc là, aujourd'hui, bah, on peut mettre à votre disposition ces outils, qui vont permettre d'avoir un audit encore plus intelligent et aller vraiment fouiller, votre patrimoine, un patrimoine fou, hein, qui est, l'ensemble des questions, des missions réalisées et des recommandations, des plans d'action qui s'en sont suivis. Voilà, l'idée c'est de vous donner un peu de pratique, quand même. Alors désolé, je n'ai pas accès à la vidéo dans cet environnement-là, donc on va faire une vidéo, statique. Oui, oui, ça existe, et alors les mauvaises langues diront probablement que c'est une manœuvre pour, vous obliger à me recontacter pour avoir droit à la démo en live. Je laisse aux mauvaises langues la responsabilité de leurs propos. C'est pas tout à fait faux, mais enfin, en tout cas, c'est un dommage, collatéral tout à fait agréable. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous à l'issue de ce webinaire pour, en savoir un peu plus et puis voir tourner la bébête en vrai. On va parler tout de suite de ACL AI Studio. Si parmi vous, on a des auditeurs expérimentés, des contrôleurs internes expérimentés, des risk managers qui,
Peut-être connaissez-vous déjà ces démarches d'analyse de données portées par ACL. ACL, c'est un acronyme qui voulait dire Audit Command Language. Donc, on n'est tout à fait pas dans le sujet d'aujourd'hui. On était sur un outil, une stratégie de commande, un langage se voulait très simplifié pour permettre à n'importe quel auditeur d'aller exploiter avec un outil très simple d'usage. À l'époque, hein, on disait que c'était simple, mais il faut coder, alors c'est compliqué. Et donc, nos amis de Diligent, qui aujourd'hui sont les éditeurs d'ACL, bah, ont eu la bonne idée d'intégrer dans leur outil une couche LLM qui fait qu'aujourd'hui, bah, on n'a plus vraiment à coder, on va pouvoir dialoguer avec l'outil. L'outil est composé de 3 couches, on va les prendre dans n'importe quel ordre. Allez, à l'envers, donc vous retrouvez dans la partie basse, la couche numéro 3, un moteur d'analyse de données qui va vous permettre d'avaler tout type de données d'où qu'elles viennent dans l'entreprise et puis de réaliser des traitements d'analyse. Donc ça, ce moteur-là est fourni par Diligent dans le cloud Diligent. Au-dessus, en couche numéro 2, on va trouver un LLM open source qui va nous permettre de transcrire vos consignes en code, donc deux langages qui sont exploités dans ACL, un langage code SQL tout à fait classique, et puis le pseudocode ACL qui va vous permettre après de déployer vos contrôles dans l'environnement je dirais classique. Et puis, la cerise sur le gâteau ou la pointe de la pyramide, bah, c'est la capacité aussi d'avoir accès à un LLM ouvert, donc d'accéder au web, à la connaissance. Donc là, en l'occurrence, c'est le système Claude, édité par Anthropic, qui va vous permettre dans vos analyses de données, bah, de faire des découvertes, d'accéder en fait à une connaissance qui est une connaissance externe au système. On va essayer de voir tout de suite, au travers de quelques copies d'écran, en fait, quel service ça peut vous rendre et comment ça se structure de manière générale. Le principe, c'est qu'on va travailler dans ces ateliers-là en mettant en place ce qu'on appelle des datasets. Donc, l'idée, c'est un petit environnement dans lequel on va réaliser nos travaux. Mon premier dataset s'appelle Finding Corruption. L'idée, c'est de mettre en place des contrôles type Sapin 2, vous savez, les fameux contrôles comptables, pour détecter des traces éventuelles de corruption dans notre organisation. Donc, je crée ce dataset, je l'ouvre et dans l'interface AI Studio, bah, je vais pouvoir poser mes données de base, importer mes données de base. Donc, vous mettez tous les fichiers que vous avez à travailler. Croyez-moi sur parole, on le verra en live si vous le souhaitez. Derrière, l'outil analyse les fichiers que vous avez déposés sur la plateforme et puis déjà les reconnaît. C'est assez bluffant. Il sait vous dire, là, tu m'as donné une compta qui correspond à aux normes françaises, qui est d'une entreprise industrielle, qui fait de la chaussure, qui fait de l'électricité, qui fait... Voilà, donc il a une capacité déjà d'analyse et de déduction des données que vous lui remettez. Ah, ça a l'air d'être des données relatives aux habilitations informatiques. Ah, ou je reconnais, et c'est ça qui est très fort, je reconnais une table SAP, par exemple. Donc il sait définir ça et connaît tout ça. Bien entendu, tout ce que je viens de dire, c'est une absurdité. Lui, il connaît rien, hein, vous l'avez bien compris, mais la magie des corrélations qu'il réalise, bah, vous permet à vous d'avoir une information tout à fait soignée. Dans cette démo, on était en anglais, mais je peux m'exprimer en français dans n'importe quel langage, hein, l'outil comprend. Et je lui dis, bah voilà, je voudrais faire quelques contrôles anticorruption. Il faut que j'ai reçu les tables BKP FBSEC, donc qui sont les grands livres sur SAP. Mon objectif est de rechercher, d'étudier toutes les représentations commerciales que j'ai, donc les intermédiaires commerciaux. Je vais analyser les comptes 622, le compte d'honoraires, et je veux m'assurer que globalement tous mes intermédiaires commerciaux reçoivent à peu près les mêmes rémunérations. Et puis, bah, forcément, je vais porter un intérêt certain à ceux qui sont logés dans des pays qui ont un indice de corruption assez élevé, pour vérifier qu'ils ne sont pas tentés ou ils ne sont pas vecteurs d'une corruption que je réaliserai.
Et je lui dis: «Bah, je constate que dans les données qu'on m'a remis, j'ai pas d'infos sur la localisation du tiers du fournisseur». Et donc là, le LLM me répond. Il me dit: «Bah oui, ah oui, donc tu veux regarder des comptes 622, tu as BKPF, BSEG, mais oui, si tu veux faire ton analyse complète, alors procure-toi la table LFA1, la table des fournisseurs dans SAP». Vous voyez? Donc ça, c'est pas moi qui lui ai dit, lui le sait, et m'informe. Donc ça, c'est vraiment très bluffant, hein, à l'usage. Et donc bien sûr, une table LF1, j'en avais une sous la main. On a pu la charger dans l'outil, l'explorer avec l'outil, heu et puis, bon, je me suis dit: «Tiens, c'est intéressant, on a des codes pays, en fait, qui apparaissent dans LF1. Si je regardais, si j'ai pas des fournisseurs qui sont localisés dans un pays sous embargo, par exemple». Donc j'ai récupéré un fichier des pays sous embargo, de l'Union européenne. Je l'ai chargé, je l'ai mis dans l'outil et puis vous voyez, là, ici, on a l'ensemble des noms des pays qui potentiellement, subissent un embargo de l'Union européenne. Donc là, je lui dis, alors pardon, en ukrainien, moi je parle très bien l'ukrainien, vous imaginez bien, je lui dis que je voudrais quand même qu'il me fasse le rapprochement entre ma table LF1 et ce fichier des pays sous embargo pour m'aider à identifier les éventuels fournisseurs dont je devrais interdire l'accès à mes équipes. Et là, bah, l'outil, va procéder à l'analyse et va faire des découvertes. Il dit: «Tiens, c'est bizarre, dans, ton fichier, d'un côté, j'ai une identification des pays qui correspond à la norme ISO 3166-1. Tes codes pays sont codés sur 2 caractères et de l'autre côté, j'ai le nom complet, en anglais du pays et donc il va lui-même faire la correction, faire la comparaison et faire le lien entre ces différentes dénominations et du coup, matcher le RU avec Russia, le VE avec Venezuela. Voilà, donc le résultat apparaît là. J'ai 3 fournisseurs qui potentiellement, sont concernés. J'ai pas de sujet sur ces 2 là qui sont dans un statut, bloqué, donc je peux pas y recourir. Par contre, celui-là, le premier, se trouve en statut ouvert et là, potentiellement, un audit de l'AFA pourrait me poser question et si par malheur, j'avais en plus des transactions sur ce fournisseur-là, ça pourrait devenir très, très compliqué pour moi. Donc, là, action directe, on bloque, ce fournisseur, on met en place le plan d'action qui permet de, le bloquer dans l'environnement SAP. Voilà. Voilà, j'avance un peu rapidement, puisqu'on a beaucoup de choses à voir dans les quelques minutes qui nous restent. Heu, L'idée, c'est quoi? C'est que grâce à ce LLM embarqué dans votre analyse de données, bah, on arrive à changer une situation. C'est-à-dire que l'analyse de données, c'est très puissant, très utilisé dans le monde de l'audit et du contrôle depuis très longtemps, mais ça a un défaut, c'est que souvent ça reposait sur quelques personnes qui étaient sachantes, personnes qu'il fallait recruter, payer cher. La compétence est rare et se monnaie, lourdement. Difficile aussi de vérifier leurs travaux quand, soi-même on n'est pas, data analyst, data scientist et puis en général, c'est des gens qui se faisaient vite remarquer dans les entreprises et qui bougeaient beaucoup, dans l'organisation et donc ce qui fait qu'on avait parfois un problème, générationnel avec les data analysts. Donc ça, c'était avant. Maintenant, avec ACL et AI Studio, n'importe qui d'un peu cortiqué, audit interne, contrôle interne, va pouvoir construire de manière, intelligente, de manière informée. Vous voyez, l'outil vous amène aussi beaucoup d'informations, à un certain, heu, je ne vais pas le dire comme ça, vous aide, vous accompagne dans votre sens critique. Le sens critique, c'est vous qui l'avez, c'est pas lui, et vous permet d'être plus performant, sans consacrer des heures et en général des heures de nuit à coder. Voilà. Deuxième sujet, l'idée est plutôt sur le volet procédural, comment j'encapsule, comment je digitalise en fait mes procédures de GRC. Classiquement, alors vous en avez ou pas, mais il existe des outils de GRC, donc nos amis de Diligent sont un éditeur bien connu de cette, industrie-là.
Et l'idée, le principe, on en a tous eu envie, hein, en voyant la puissance des LLM dans notre quotidien. Si je combinais ça avec mon outil de GRC, j'aurais peut-être une efficacité particulièrement, dédoublée, décuplée. Peut-être avez-vous essayé? Moi, j'ai essayé un petit peu. Le truc, c'est que c'est difficile de faire causer un chatbot, grand public avec un outil tout court, un outil de GRC en particulier. Donc c'est fait pour interagir avec vous, pas avec d'autres outils. Pour bien le faire, si on s'entête à le faire, il faut, pré-processer la donnée, donc mettre en place, des dispositifs qui vont vous permettre d'être sûr que le LLM a tout lu, a tout vu. Prenez un document PDF de 80 pages, donnez-le à ChatGPT, posez-lui des questions sur le document, vous vous apercevrez très vite, qu'il n'a pas lu toutes les pages du document. Donc ça aussi, bah, si on veut avoir cette certitude-là, réduire nos 63 enfin nos 37 de marge d'erreur, mais il va falloir couper ces documents en petits bouts, les envoyer et être sûr que le LLM les a vus. Donc ça, tout ça s'encapsule et doit se positionner dans un processus de collecte de données. Donc ce qui pouvait être une bonne idée au début se transforme très vite en cauchemar ou en usine à gaz. Et donc, bah, l'idée, c'est qu'on a travaillé pour vous, avec, en surfant sur la vague de l'agentique. L'agentique, c'est quoi? Bah, c'est, la construction d'outils qui vont, combiner la puissance de la requête vers les LLM et puis toute la tuyauterie amont, toute cette plomberie qui va nous permettre d'aller chercher les données où qu'elles soient, de les mettre dans des formats, intelligibles, par les LLM et de ne poser que les questions, justes qui nécessitent l'apport. On rappelle que tout ça a un coût financier, coût environnemental, donc l'idée, c'est de ne poser que, les questions, dont on a besoin de la réponse et de la réponse extrêmement précise. Donc, des opérateurs, dits agentiques, il y en a de plus en plus, ils sont créés tous les jours, hein. C'est la nouvelle vague, je dirais des startups du moment. Nous, on a choisi une vieille startup Virtual Brain, donc qui a 2-3 ans d'existence maintenant, donc qui a déjà fait ses preuves dans le monde de l'intelligence et notamment de l'intelligence du conseil. Et donc, on vous recommande, on vous propose de vous appuyer sur cette plateforme-là pour pouvoir faire le lien entre, votre outil de GRC où vous connaissez un outil GRC bien connu, s'appelle Excel, hein. Donc, le patrimoine de vos données, de vos audits, de vos contrôles et puis, ces démarches, d'intelligence, artificielle générative. Voilà, donc on va venir combiner cette plateforme agentique avec votre outil, vos données, vos processus et puis, l'apport des RSM là-dedans, bah, c'est la construction des applis, qui vont, contextualiser, les analyses, fiabiliser les analyses pour les contextes d'audit et de contrôle interne. Voilà. L'enjeu aussi, c'est que ça va venir se nourrir des grands LLM, donc pas forcément que de ChatGPT, de Copilot ou de Claude, mais d'une grande diversité. La promesse de ce genre d'opérateur, c'est de toujours choisir le bon LLM en fonction, du coût et en fonction de la pertinence, des questions posées, enfin des réponses attendues, pardon. Voilà. Et donc peut-être que, on a dit que 63 c'était nul tout à l'heure, mais peut-être que cette combinaison-là peut nous offrir 63 d'efficacité en plus et là, 63 ça devient vraiment, vraiment très, très bien. Donc, une fois qu'on a bâti ce socle-là, donc ce que font nos équipes RSM, c'est, bien entendu l'installation de la plateforme, l'installation dans votre environnement, les liens avec vos outils de GRC, les API lorsque ces outils-là sont des outils en SaaS. Donc ils vont nous permettre de faire converger la donnée vers la plateforme, agentique et puis, bah, derrière après mettre un peu de contenu, métier, dans cette, plateforme. Donc on a prédéfini nous des apps, hein, des applications qui vont vous permettre, par exemple, bah, l'automatisation des synthèses d'auto-évaluation de contrôle interne.
Si vous auto-évaluez le contrôle interne de votre entreprise multinationale, vous allez poser à 200 personnes dans le monde des questions sur leurs pratiques de contrôle, leur demandant si les contrôles sont faits, s'ils ne sont pas faits, pourquoi ils ne sont pas faits, s'ils sont faits en donnant des preuves que le contrôle a été effectué, et puis si ça ne fonctionne pas comme prévu, de mettre en place, de proposer une logique de plan d'action. Donc bien souvent, on a un outil qui permet de poser ces questions-là à tous ces gens opérationnels qui, en général, passent des plombes à répondre à nos questions. Et puis, bah, une fois qu'ils ont répondu, ont en général assez peu de retours, en tout cas pas des retours très immédiats. Et parfois, j'ai entendu ça souvent, se disent: «Mais ils nous embêtent avec tout ça et qu'est-ce qu'ils en font réellement?» Voilà. L'avantage de la plateforme agentique, c'est qu'elle, elle peut répondre directement, dès qu'on a les retours des différents contrôleurs, analyser les réponses qui ont été apportées et puis vous préparer une synthèse automatique, de ce niveau de contrôle-là. Synthèse qui aura plusieurs niveaux de perspective. Je me positionne par rapport à la réponse à la question, je me positionne par rapport à l'ensemble des réponses qui ont été données par l'entité, et puis je me positionne par la signification, le niveau de ces réponses-là, au regard de toutes les réponses que j'ai eues. Voilà. Et donc, on a des synthèses qui sont extrêmement précises qui donnent de la hauteur de vue, y compris à vos contrôleurs locaux. Et il vous suffit de relire ces synthèses-là, de les compléter en fonction de vos politiques et des différentes intentions que vous avez, et puis de les renvoyer très vite aux opérateurs de contrôle. Et là, ça fait très plaisir quand vous faites du reporting comme ça, bah, de voir que votre reporting a été lu, vu, exploité, et qu'on va pouvoir en tirer quelque chose tous ensemble. Euh, Sur les volets conformité, je veux m'assurer que mes tierces parties existent. Je demande tout un tas de documents. La loi française, m'y oblige très fortement. Donc envoyez-moi un cabis, pour, valider que la société existe. Alors en France, un cabis, on sait ce que c'est. Demandez un cabis au Yémen ou en Indonésie. Donc vous n'aurez probablement pas un cabis, mais vous allez avoir un document. Moi, je suis assez nul en arabe. Le type du Yémen peut m'envoyer sa liste de courses. Je ne ferai pas la différence avec le, mmh, l'acte d'enregistrement de sa société. L'avantage, c'est que là, on peut mettre en place des plateformes agentiques qui vont collecter ces documents à partir de vos outils de conformité et puis bah, être en capacité de les lire, d'apprécier le risque quant à leur réalité, à leur véracité, et puis bah, vous permettre d'agir derrière. Autre cas d'usage sur lequel on a de très bons résultats, bah, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est l'utilisation de votre historique d'audit, de l'ensemble des findings que vous avez eus les 3 dernières années sur l'ensemble de vos opérations d'audit et d'être en capacité de challenger toujours votre plan d'audit, le questionnement que vous adressez à vos audités sur le terrain et votre vision des risques et la mise en perspective bah, des recours que vous avez formulés il y a quelques années. Ont-elles été efficaces? Comment faudrait-il les faire évoluer? Et donc progresser comme ça avec, encore une fois, ce que vous apportent ces outils-là, c'est de la hauteur de vue et de la capacité de voir les choses ensemble. Oh, presque bien, dites-moi. Nous arrivons à la conclusion. Voilà 2 axes importants que je voulais pointer avec vous. Et vous dire aussi que bah, une plateforme agentique comme celle-là, bah, c'est utile même si vous n'avez pas d'outil de GRC. Elle va pouvoir mettre en place, vous aider au contraire à survivre parce que l'outil de GRC, ça sert à éviter de traiter des documents Excel, de les copier-coller dans Word, puis dans PowerPoint, et puis d'envoyer des centaines d'emails et de checker tous les matins qu'ils sont arrivés ou pas. Donc ça, c'est très précieux. Mais voilà, mais le travail intelligent ne s'arrête pas là. Euh, Peut-être que votre éditeur de GRC vous a jamais parlé de cette intégration de l'IA. Ce serait étonnant, hein, tout le monde fait de l'IA pour intéresser. Donc,
Sûrement qu'il vous convoquera bientôt ou peut-être la semaine prochaine à la conférence de l'IFACI, pour vous parler de tout ça. Peut-être a-t-il déjà une vision et peut-être vous étonnez-vous de dire: «Bah, c'est bien d'avoir une vision mon gars, mais moi j'aimerais bien l'avoir dans mon outil». Là, il faut être un peu raisonnable. Ces éditeurs travaillent notamment en mode SaaS avec un outil qui est utilisé pour l'ensemble de leurs, clients. Donc ça nécessite quand même des processus de mise en ligne, de validation de tout ce qu'ils diffusent, qui sont extrêmement longs. Donc là, on parle d'innovations qui ont, allez 18 mois pour les plus anciens. Un processus de développement et d'intégration de mise en ligne dans un éditeur SaaS comme ça dure bien aussi 1 an et demi, quoi, voilà. Donc même s'il vous en parle beaucoup, s'il vous montre beaucoup de choses, il est probable que, les fonctionnalités arrivent dans les plateformes que dans 1 an ou voire 2. Donc pas la peine d'attendre. Aujourd'hui, on sait mettre en place ces outils-là en complément de vos outils de GRC. Le jour où votre outil saura le faire, ben, ça basculera nativement dedans. C'est pas très grave. La plateforme Virtual Brain, ça coûte vraiment pas cher. Et puis le travail qu'on fera ensemble pour la mettre en service, ça sera de toute façon réutilisable au quotidien par vous, y compris dans vos outils de demain lorsque votre éditeur GRC vous aura livré son complément. Il nous reste 5 minutes pour répondre à vos éventuelles questions. Merci, un grand merci Jocelyn pour, ta présentation et pour tes propos qui soulignent vraiment l'enjeu de la place, qu'on laisse à l'IA générative au sein de l'organisation. Donc incontournable, certes, mais qui reste un outil, bah, au service, des hommes, de ses fonctions pour faciliter, éclairer, ses actions. Donc merci beaucoup. Alors on a très peu de questions. On a une question de Sophie qui est un peu plus générale, vraiment IA générative et qui te demande ton avis, à savoir si Gemini est-il meilleur que ChatGPT selon toi? Alors je vais te donner mon avis, qui ne sera valable que 7 heures. Donc à aujourd'hui, Gemini est meilleur que ChatGPT. Oui, la dernière version là qui est sortie il y a très, très peu de temps, se présente comme un ChatGPT killer. Bah, écoutez, si vous étiez Google et que vous aviez été ringardisé, il y a 2 ans par, ChatGPT à telle enseigne que, beaucoup de vos utilisateurs n'utilisent plus votre moteur de recherche Mmh, parce que c'est pas la peine. mmh. Bah, oui, vous seriez sûrement très, très colère et vous auriez consacré quelques milliards d'euros à essayer d'aller plus vite que le voisin. Mettre les Voilà. bouchées doubles. Heu, alors j'ai une super mauvaise nouvelle, pour vous Sophie, c'est que, probablement que demain, le OpenAI, ne laissera pas s'installer une telle image et donc il y a fort à parier que la prochaine version de ChatGPT, sera terrible également. Ça risque effectivement de se tirer la bourre comme on dit. C'est ça. Une autre question, on nous demande comment vous évaluez la qualité des audits et du contrôle mis en place par les outils Agentix? C'est un gain de temps, mais comment faire évoluer l'expérience face aux risques d'erreur et les problématiques de confidentialité? Alors, les problématiques de confidentialité se règlent par rapport à l'infrastructure qu'on déploie. Donc, bon, c'est pas l'objet de ce call, mais l'idée, c'est bien entendu, on a pris toutes les dispositions, les données qui sortent dans les LLM de grandes plateformes sont travaillées pour être anonymisées et donc on ne récupère que l'information essentielle. Bah, comment on évalue la qualité des audits et du contrôle? C'est pas la machine qui fait l'audit et le contrôle à votre place. La machine va venir exploiter ce que vous n'avez jamais le temps de faire. C'est-à-dire revoir les 270 missions qu'on a en stock, qu'on a faites l'année dernière et les 3 années précédentes et se dire: «Bah, est-ce qu'il n'y a pas des choses communs? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on a faites qu'on n'aurait pas dû faire? Est-ce qu'il y a des choses qu'on a bien faites à un moment et qu'on a oublié parce que le type qui avait eu l'idée, il est parti sur autre chose et ça c'est pas voilà. C'est plus comme ça qu'on voit les choses. C'est-à-dire, c'est pas un outil qui va faire l'audit à votre place, c'est un outil qui va vous aider à aller exploiter une mine d'or
sur laquelle vous êtes assis aujourd'hui et que vous sous-exploitez. Et donc après, bah, charge à vous, bien entendu, si dans ces analyses-là, il ressort des thématiques, qui ont été oubliées, bah, elles ont peut-être été oubliées à bon escient et vous serez souverain pour dire: «Bah non, OK, aujourd'hui, c'est plus d'actualité». Je vais prendre un exemple qui est très mauvais, les trucs sur le covid, bah, on en fait plus, on a des raisons de plus en faire. Voilà, bon, c'est pas ce que ça ressort, hein, rassurez-vous. Merci beaucoup. Alors, tu as commencé à apporter des éléments de réponse, mais on avait plusieurs questions sur, bah, quid de la confidentialité des données et de la réutilisation des données pour entraîner, le modèle? Alors, bon après c'est les opérateurs comme Virtual Brain ont des engagements très, très clairs là-dessus, hein, donc vous êtes, hébergé dans un tenant qui est localisé en Europe, en France en l'occurrence chez eux, donc avec une étanchéité qui est garantie, encore une fois, on va avoir plusieurs étapes dans le traitement, donc ce qu'on on évoquait le pré-processing tout à l'heure, donc une étape d'analyse, je dirais sur de l'IA classique, de l'appréciation de la collecte des documents, de la compréhension des documents, de l'indexation des documents, par exemple. Donc ça reste chez eux dans un environnement très sécurisé. On a des premières couches qui sont des LLM open source, donc qui là aussi sont installés en local sur les serveurs, donc qui peuvent travailler et répondre déjà à un grand nombre de questions. Et puis, bah, lorsqu'on veut aller vers des LLM soit spécialisés, soit de génération beaucoup plus élevée, là encore une fois, ça sort de l'environnement, mais avec des contrats particuliers avec les plateformes, donc qui garantissent des tunnels sécurisés pour les transferts de données et de toute façon un haut niveau d'anonymisation, pour pouvoir exécuter le processus. Merci beaucoup. Alors, on nous demande, je n'ai peut-être pas retenu l'information, mais est-ce que tous les LLM ne sont fiables qu'à 63, pardon? Et comment connaître la fiabilité d'un LLM ou d'un autre? On va probablement lancer bientôt un Nutri-Score des LLM, j'imagine. Ça va arriver, ça nous pend au nez. Voilà, donc aujourd'hui, il y a pas ce 63, bah, on est en intelligence artificielle, donc aucun nombre n'est sûr, puisque le propre de l'intelligence artificielle, c'est de commencer quelque part, sur un point de départ qui est généré aléatoirement. Donc, c'est bien ce qui nous perturbe nous, par exemple commissaires aux comptes, c'est que, un traitement, d'intelligence artificielle, vous le lancez 3 fois de suite, il vous donnera 3 fois un résultat différent. Alors peut-être un tout petit peu différent, la virgule ne sera pas au même endroit, peut-être, parfaitement différent. Et ça va dépendre des questions que vous posez, des contextes dans lesquels vous posez, des données d'entraînement qu'a exploité le LLM. Donc le 63, c'est bien entendu du marketing, c'est pour marquer les idées, c'est pour marquer les esprits. Si on voulait être très juste, il faudrait dire à quel pourcent, sur quel type de questions, pour quel type de niveau de réponse attendu. Donc c'est malheureusement beaucoup plus, difficile que ça. Après, si on veut avoir des, hem, des visions grand public, bah, il existe beaucoup d'articles qui sortent très régulièrement où on compare, ces LLM entre eux. On commence aussi à leur donner à les spécialiser un peu, à dire: «Bah, tiens, celui-là, il est plutôt, doué en calcul, celui-là, il est plutôt doué en codage, celui-là va parler de dimension générale». Et puis, j'ai oublié de le dire, en tout cas très insuffisamment, dit aujourd'hui, Heu, bien entendu, on va travailler sur nos propres bases d'apprentissage et on va nourrir ces plateformes agentiques avec vos documents à vous, avec vos procédures, avec, des documents fiables, je sais pas, qui viennent de l'ordre des experts comptables, par exemple, très haut niveau de fiabilité. Et donc on va pouvoir dans ces plateformes-là les privilégier et donc dire, voilà, là ici, quand tu vas chercher dans ces docs-là, bah, tu es sûr de ce que ça raconte. Et donc du coup, le 63, bah, vous pouvez le placer déjà à 89 parce que la donnée qui est traitée est une donnée de confiance. Merci beaucoup. Une interrogation de Franck qui se demande, ces agents ne devraient-ils pas être intégrés dans les systèmes transactionnels en amont? Est-ce le cas dans les ERP, de la place?
Alors, c'est le cas aujourd'hui, pour être honnête, non, mais comptez sur les éditeurs de logiciels pour revenir vers vous très vite, pour vous dire: «Oui, nous intégrons l'IA générative» et que ce soit le prochain buzzword, pour vous vendre leur solution. Oui, oui, c'est sûr qu'il va y avoir une bagarre intense, là-dessus. Donc ça va fonctionner tout à fait bien. De toute façon, nous, dans notre logique de contrôle, on va se tenir de toute façon à distance de ces ERP. Moi, je suis pas un grand partisan de l'ERP qui est juge et partie, Mmh, donc qui fait et qui en même mmh, temps, contrôle ce qui a été fait. tout à fait. Merci et enfin peut-être une toute dernière question de Peggy qui nous demande: «Comment se passe le processus d'anonymisation?» Donc, le processus d'anonymisation, lui, conduit à donc identifie les types de données c'est pas vous, c'est la plateforme agentique va envoyer. En fonction de la donnée, de la finalité de la donnée, elle va router sur, différents fournisseurs, en fait, d'intelligence. Et puis, bah, le processus d'anonymisation vise à reconnaître les données qui sont propres et qui sont pas nécessaires à la réponse. Et puis après venir, dans une logique de hachage, transformer cette donnée-là en quelque chose qui soit pas utilisable directement et qu'on va récupérer par la suite et typiquement, des données d'identité par exemple, eh bien elles vont être, remplacées par des données hachées, par des codes sans signification mais qui ont un lien avec la donnée d'origine. On pourra retrouver Aurélia parce qu'elle s'appellera B772 632 27 et donc le LLM ne connaîtra que l'individu B672 632 27. Tu as vu, j'ai gardé Mmh, le même mmh. numéro, et nous, après, enfin nous, la plateforme agentique, elle fera le lien entre, la donnée source et cette référence anonyme. Merci beaucoup, encore un grand merci Jocelyn. Merci à vous qui nous Merci à vous. avez, écoutés. Le support est téléchargeable et cette matinale est disponible en replay et comme le disait Jocelyn, bah, voilà, on reste bien évidemment à votre disposition pour vous accompagner de manière, plus spécifique et plus approfondie, donc n'hésitez pas, à entrer en contact avec nous. Un grand merci, on vous souhaite une très bonne journée et on vous dit, à très bientôt.